Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de quoi on parle, le podcast qui vous décrypte les tendances et les enjeux du brain content. Je suis Erwan Bago, fondateur de l'agence Wait for It, et aujourd'hui on parle intelligence artificielle avec Nathalie Dupuis. Nathalie, elle est plein de choses à la fois. Graphiste, directrice artistique depuis plus de 20 ans, elle vient d'être élue personnalité inspirante de l'année par le média Ours bien connu des Lyonnais, notamment pour avoir lancé son propre magazine 100% créé par intelligence artificielle, il s'appelle YALS. Alors sur cet épisode on a parlé de plein de choses avec Nathalie. La genèse de son magazine qui est partie d'une blague, les différents biais que l'IA peut avoir, mais aussi comment Nathalie est devenue exploratrice IA, quelle est sa vision de l'avenir du métier, et en quoi l'IA n'est pas la première des révolutions qui challenge le métier de créatif, et finalement en quoi l'IA nous apporte aussi une manière de jouer, de renouveler sa créativité, de tenter des choses dingues, bref, vous allez voir, c'est passionnant. Bonne écoute. De quoi on parle ? Le lieutenant content, il est partout. Tout le monde a envie de prendre la parole. Moi, ça me botte à mort. On peut plus passer à côté. Un truc de dingue. Le démarrage, tu arrives à te souvenir quand ça a commencé Je m'en souviens très bien. Je suis chez moi, donc je suis focus sur mon ordinateur avec France Inter, car je bosse avec France Inter. À ce moment-là, on a que des podcasts, que des émissions sur l'IA hyper angoissantes. Mais vraiment, j'ai le sentiment que le matin, j'ai un métier, le soir, j'en aurais pas remplacé par l'IA, quoi. Et je trouve ça super angoissant. Donc, je me dis, bon, dès que je suis plus charrette sur mes dossiers, je vais voir ce qui se passe parce que ça me paraît un peu plus gros que les NFT, que voilà, j'ai le sentiment qu'on est sur un sujet un peu plus costaud, quoi, un peu plus ardu. J'ai besoin d'une réponse de façon un peu naïve. J'ai commencé à expérimenter l'IA en mai 2023. Très rapidement, j'ai vu qu'il y avait des biais d'agisme, de racisme, de grossophobie, surtout orientée sur la femme. Donc concrètement, si je promptais une personne âgée, j'avais une personne de moins de 40 ans. Ouais, ça fait mal. Voilà, donc pour avoir une personne vraiment âgée, il fallait qu'elle ait 119 ans, etc. Donc j'ai poussé l'exercice et à un moment, j'ai eu une hallucination où j'ai eu un corps de femme très joli, avec un très joli visage d'homme. Et en fait, j'ai jamais pu le reproduire. Parce qu'en fait, c'est vraiment un bug de la machine, enfin une hallucination, quoi. Bossant pour le magazine Elle depuis hyper longtemps, j'ai fait un faux IEL en mode blague. Il y avait tellement de possibles que ça m'a un peu grisé, mais trop. Donc j'ai arrêté pendant 3 semaines. Et quand je suis revenue, 3 semaines après cette histoire, là, j'ai fait le magazine YEL. Donc, j'ai pas vraiment changé de nom au départ, avec ma propre charte graphique sous forme d'expérience. Et je l'ai fait donc 68 pages en quelques heures. Donc, 3 heures pour ChatGPT, 3h30 pour les visuels. Un prompt, une image, un prompt, un article ou une interview, etc. en 68 pages et en 4 langues. Pour vraiment challenger la machine. Et là, c'est cette expérience qui a été autant relayée, quoi. Vraiment. Plus que la blague. Mais la blague était déjà assez étonnante. Mais après, du coup, tu aurais pu en rester là. Qu'est-ce qui fait que tu continues Est-ce que tu peux juste te dire, bon, la menace n'est pas très grande, je passe à autre chose, je me remets dans mon métier classique? Parce que je le sentais pas comme ça. Je le sentais pas comme ça. Je trouvais que les questions étaient trop importante à tous les endroits. On a l'IA sur pas mal déjà d'outils, sur nos téléphones. Donc voilà, instinctivement, je sentais que ça allait pas s'arrêter là. Donc j'ai voulu creuser les choses. Et très rapidement, je me suis dit, ok, ça va pas s'arrêter là du tout. Et ça va intégrer notre workflow, ça va rentrer dans notre processus de création, ça va bouleverser des choses en profondeur, ça va en améliorer, c'est évident. Début septembre, je me suis dit, non, mais en fait, on est sur une révolution type Internet, quoi. Enfin, l'arrivée d'Internet, l'arrivée du smartphone dans la poche, limite, parfois, je me dis, c'est l'arrivée du feu, quoi. On est sur un truc qui est encore plus gros. Et du coup, j'en suis convaincue, quoi. Ce qui m'a marqué dans ce que j'ai lu sur ce sujet, c'est que tu dis, c'est pas forcément à la base, les premiers posts que tu as fait sur cette blague n'ont pas forcément buzzé en tant que tel, mais beaucoup de gens sont venus te voir en message privé. Oui. Donc, tu as l'impression que c'est un sujet où, à ce moment-là, oui, c'est assez caché. Comment tu l'expliques ? On n'affichait pas un intérêt sur les réseaux à cette époque-là. Je pense que c'était un peu touchy. On n'avait pas forcément d'avis. Moi-même, j'en avais pas. Et effectivement, j'ai eu un gros intérêt en off. Et ça, c'était étonnant, avec des grands messages. Ah, mais c'est super, votre expérience. Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez me former ? Mais ça fait 2 minutes que je suis sur l'IA. Je suis incapable. Moi, j'ai même pas les contours de ce truc-là. C'était assez hallucinant. Et il y a eu énormément de messages, alors hyper bienveillants, de questionnements en disant « Oui, mais merci de répondre à des questions. »
Moi, j'avais même pas l'impression de le faire à ce moment-là, quoi. Avec le recul, maintenant, je comprends que oui, je comprends un peu plus pourquoi l'intérêt et qu'effectivement, je touchais du doigt un truc sans en être complètement consciente. Il y a la route de ta vie quotidienne et à quel moment tu arrives à rejoindre, à quel moment tu intègres vraiment l'IA. C'est quoi? Tu t'expérimentes et puis tu te dis, bah tiens, maintenant ça, du coup, je vais le faire beaucoup mieux qu'avant ou plus rapidement. C'est plein de petits trucs. Il y a une stratégie, c'est complètement organique. Comment tu qualifierais cette mise en route de l'IA au-delà de la blague, justement? Alors, il n'y a pas beaucoup de stratégie au départ. Je faisais une espèce de métaphore. J'ai mis plein d'ingrédients dans le blender. J'ai oublié de mettre le couvercle. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Parce que c'est parti dans tous les sens. Vraiment. Je suis passée de 1000 abonnés sur Insta à quasi 3500 ou peut-être 3900. Ou... Ça fait x4, là. Ouais, en très peu de temps. J'ai... des demandes quotidiennes, des demandes de visio, je ne sais même pas pourquoi. Enfin, c'est un peu étonnant. Donc là, je ne savais plus comment trop structurer ce truc-là. Donc déjà, ça, c'est les à côté. En IA, qu'est-ce qui s'est passé? Assez rapidement, je me dis, ça, c'est important dans mon workflow. Ça peut l'intégrer, ça peut l'intégrer. Donc, il y a plein de petites choses qui, effectivement, l'intègrent déjà dès à présent. Donc oui, le remplissage génératif d'Adobe Firefly, sur Midjourney, j'intègre des choses, mais c'est surtout, en fait, pour l'instant, en pré-projet. J'ai encore jamais vendu d'image en IA, jamais. Okay. Ça fait 1 an. Alors, est-ce qu'il y a le fait que ça m'embête un peu, quelque part, probablement? Est-ce qu'il y a le fait que ce qui m'embête, probablement, c'est le vide juridique autour, aussi? Est-ce que j'ai des clients qui sont la cible? Pour l'instant, pas du tout. Voilà, il y a plein de raisons. Je rencontre plein d'agences, parce que je fais pas mal d'acculturation à la fois, et de formation à la fois pour des freelances, mais à la fois également en agence. Je fais des acculturations d'équipe au global, et après, je pousse sur la formation. Et il y a plein d'attitudes différentes. Il y a l'agence qui va dire non, moi, j'y vais pas, parce qu'effectivement, vide juridique, et c'est pas le cas. Il y a l'agence qui dit, moi, je vais bien y aller, parce que tant que c'est un vide juridique, je vais bien vendre tout ce que je peux vendre, et voilà. Il y a l'agence qui dit, alors moi, je retouche plus de 70% de l'image sur toutes les IA possibles, comme ça, après, je me sens un peu tranquille, et puis je fais signer une petite décharge au client quand même, histoire de... Bref, il y a tous les cas de figure. Et actuellement, il y a tous les cas de figure, et il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, juste, voilà. Et dans ma partie acculturation, parce que ça, c'est ce qui me semble pertinent, et c'est là où je fais un peu la différence, d'après ce que j'entends comme retour, c'est que j'embrasse l'IA sous forme de storytelling, parce que c'est ce que je raconte, et la façon dont je l'ai vécu, mais de manière entière. C'est-à-dire qu'il y a 1 heure, 1 heure et demie avant la formation ou le temps de l'acculturation, qui explique tout ce qui est négatif dans l'IA. Mais vraiment, on est un tour d'horizon très large. J'imagine qu'après, on peut prompter en hauteur, en connaissance. Quand on sait l'impact écologique de l'IA, à quel point c'est énergivore, je pense qu'on réfléchira un petit peu plus à son prompt plutôt que de faire des générations sans réfléchir, etc., etc. Bon, l'ambition de cet épisode, c'est d'essayer de sortir ce qu'on a déjà entendu pas mal. Si je caricature un peu les propos, en tout cas dans la communication, on entend beaucoup d'agences prendre le sujet en main parce que c'est difficile en tant qu'agence de se sentir dépassé. On est obligé d'être au top de ce qui se fait. Et donc l'IA, on prend tout de suite le sujet en main. Et donc j'ai entendu pas mal de grosses agences dire l'IA va nous aider, va nous faire gagner du temps qu'on va pouvoir déployer pour nos clients différemment. Et l'humain est toujours au cœur. Enfin voilà, ça se résume souvent à ça. Et je trouve que c'est pas souvent très concret. Et toi, c'est ce que j'aime dans ton parcours tel que je le perçois vraiment de très loin, c'est qu'il y a ce côté, tu dis pionnier, et ça va très bien, c'est le côté j'embrasse le chemin plutôt que de théoriser dessus. C'est vrai que je me qualifie vraiment comme exploratrice, mais moi je suis une visuelle, je suis une directrice artistique, j'ai besoin de voir. Donc c'est vrai que les images mentales que je me faisais quand j'ai commencé à m'intéresser à l'IA étaient toujours plus inquiétantes que la réalité. Moi, la réalité m'a un peu rassurée en fait. Oui, effectivement, l'humain est toujours derrière, il sera toujours là, et c'est même pas un sujet, pour l'instant. Ah, il y a pour l'instant, toujours. Ah, mais en fait, la vérité d'aujourd'hui peut être fausse dans quelques minutes ou semaines ou mois. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'agilité où ça, c'était un peu troublant quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser et à travailler sur le sujet. On est sur une agilité d'esprit permanente. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément demain. Et il faut être OK avec ça. Donc c'est difficile parce qu'on n'a jamais de petit terrain de sécurité. Les formations que je fais, j'ai commencé à faire mes contenus pédagogiques en fin décembre et ils sont modifiés chaque semaine. Mais c'est la réalité. Les contenus sont réellement modifiés chaque semaine. Je donne des cours à S-Mode, j'ai 4 classes. La première classe n'a pas reçu le même enseignement que la dernière classe parce qu'en fait, il y avait 1 mois d'écart ou 1 mois et demi d'écart.
Et c'est hallucinant. Les dernières classes, j'ai dit, bon, alors attendez, vous avez vu ça? Oui, non, on va se refaire un petit update. Il s'est passé trop de choses, en fait. On est sur une technologie vraiment galopante. Alors après, il y a le sujet que beaucoup d'explorateurs, experts se disent, bon, on peut rien louper, on peut plus partir en vacances. Bien sûr que si on peut partir en vacances 3 semaines, il n'y a pas de sujet, on rattrapera. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je mesure que je suis contente d'avoir cette année d'avance parce que intégrer l'entièreté des outils, des technos, etc., c'est un gros morceau quand même. Donc je pense qu'il faut quand même s'intéresser au sujet relativement rapidement. Alors j'allais dire que tu nous rassurais en nous disant que en fait tu avais pris le sujet il y a 11 mois et tu fais déjà figure, même si c'est pas ce que tu veux revendiquer, mais pour moi, de mon prisme d'experte sur le sujet. Donc je me dis, ça montre que rien n'est perdu pour ceux qui n'ont pas tout de suite embrassé le sujet. Et en même temps, 11 mois très très dense et beaucoup de choses... L'IA a pas démarré il y a 11 mois, donc en même temps, moi j'ai embrassé le sujet aussi il y a un moment, donc rien n'est perdu quoi qu'il arrive. Si tu t'intéresses au sujet, tu vois. Mais je pense qu'il ne faut pas plus tarder que ça. Quand j'ai démarré, il y avait grosso modo une IA et demie, quoi, qui démarrait. Là, on en est à 7-8, juste sur les visuels, à 4-5, juste sur la vidéo. Sur le son, on en a déjà 3 ou 4. Enfin, là, récemment, j'ai fait un petit rap pour lancer le magazine. Est-ce qu'il y a un an, je me serais dit que j'allais faire un post full IA avec du rap, les textes ChatGPT, le son Udio, les images Runway, Leonardo et Midjourney. Bon. Là, en l'occurrence, comment tu choisis tes outils? Parce que tu aurais pu prendre Suno et tu as choisi le nouveau, que tu fais ça à l'instinct. Qu'est-ce qui te... Alors complètement, je les teste un peu tous en fait. Je suis devenue aussi bêta-testeuse sur des IA qui sont pas encore sur le marché. C'est un peu fou qu'est-ce qui est en train de se passer réellement. Je les teste et puis après, c'est une question d'affinité. Il y a des interfaces qui paraissent plus chouettes que d'autres. Là, par exemple, moi, Midjourney, j'arrive pas encore à prompter sur l'interface même de Midjourney. Alors, il est en version bêta, c'est sûr, mais... je comprends plus le mécanisme toujours sur Discord. L'interface est moins friendly, quoi, tu vois, mais je suis quand même encore plus à l'aise là-dessus. Parce que je comprends vraiment les paramètres. Tu as rapidement parlé de Adobe Firefly, juste pour expliquer. C'est une manière de compléter tes visuels, de les élargir. C'est ça. Ça, typiquement, j'aimerais savoir le nombre d'heures que j'ai passé à rajouter des bords perdus sur mes affiches de cinéma, c'est un nombre d'heures colossal. Bon, là, c'est vrai que c'est un gain de temps qui est hallucinant et il n'y a aucune plus-value sur cette tâche-là. Mais je l'intègre aussi sur un dossier et une recherche de visuel. Je passe plus par des banques d'images, je crée mon visuel. Une charte graphique, tout l'environnement visuel dans les bonnes couleurs, les bons mock-ups, etc. Ça, je le génère en quelques minutes aussi. Enfin, c'est un gain de temps absolu à plein d'endroits quand même. Au départ, ce qui fait un peu peur, c'est qu'il y a tellement de paramètres et tellement de choses que ça paraît gigantesque. Aujourd'hui, tu as des formations. Alors, on n'est pas nombreux en France, c'est sûr. Je crois à peine 600 formateurs indépendants en IA. Et à l'intérieur, tu as à la fois les formateurs Midjourney, à la fois les formateurs ChatGPT. Et tu as 80% de ChatGPT. Si on est 150-200, c'est à tout casser, quoi. Donc effectivement, on n'est pas très nombreux. Bon, le grand public connaît ChatGPT, sans doute un peu Midjourney, c'est ceux qui ont vraiment buzzé. Aujourd'hui, tu dirais qu'il y a combien d'IA différentes aujourd'hui? Déjà, moi, je suis plutôt sur 12-15. C'est fou. Oui. Et ça va très vite. Et ça, c'est une accélération qui date d'il y a quelques semaines, quelques mois, parce qu'il y a encore 6 mois, il n'y avait pas cette profusion. Il y a eu un énorme panorama des IA décembre 2023. C'était déjà colossal, ça c'était sous forme de roue, je ne sais pas si tu l'as vu. Et dans le petit camembert visuel, tu en avais peut-être 8. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu en as le double. Là, j'en mets une en avant qui s'appelle Pimento. Il retrace tout le process d'élaboration de l'idée. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir vendre l'image, si on décide de la vendre? C'est qu'on va montrer tout le processus de création pour montrer qui est derrière. Donc il y a Pimento et Bing, et puis une autre syllabe, mais que je n'ai pas encore testée. Ce sont des IA sur lesquelles on a vraiment le processus de création qui est vraiment mis en avant. Et c'est hyper important parce que c'est le point capital pour après vendre une image derrière. Donc on a une manière aussi d'aborder la techno différente et en réflexion. Et ça, c'est assez particulier. Quand on a échangé au préalable, tu me disais, j'ai connu d'autres évolutions importantes de nos métiers qui auraient pu mettre en danger mon métier de directrice artistique. Oui.
Quelles sont les révolutions qui ont mis d'abord un risque et sur lequel tu es passé dessus grâce à ton savoir-faire L'arrivée de la suite Adobe, y compris accessible pour les particuliers, où effectivement les clients à ce moment-là se sont mis à faire leur logo tout seul, tout bancal, leur plaquette inimprimable, et sont revenus voir donc les graphistes en disant est-ce que tu peux imprimer ma plaquette sans bord perdu et en basse def. Donc effectivement, il y avait déjà un savoir à ce moment-là, et on a récupéré, ou l'arrivée du no-code sur les sites, et donc pareil, on a eu tous les clients qui sont partis sur bille en tête faire des sites pas responsives et pas référençables, et ils sont revenus. Là, les clients qui vont se contenter de cette esthétique un peu standardisée, uniforme, ce côté un peu californien, bon, ils sont perdus pour la cause, et c'est pas des gens qui font réellement de la com. En revanche, les clients qui ont besoin de choses ultra personnalisées, qui est vraiment notre fond de commerce à nous, reviendront. Parce qu'en fait, pour faire une image, il faut une connaissance colossale. Il faut une connaissance de l'image, il faut une connaissance du graphisme, il faut une connaissance de composition, il faut énormément de culture artistique, des courants, etc. Il faut être... Un bon prompteur, c'est quelqu'un quand même de très cultivé, avec une grosse culture d'image et une culture aussi artistique. Alors, je ne dis pas que les clients l'ont pas, c'est pas ça la question. On a chacun aussi nos domaines. Et ça, c'est un vrai point. Alors oui, Midjourney a des petites astuces, etc., pour rendre les choses un peu plus accessibles. Mais quand même, la vraie belle image, globalement, tous les comptes incroyables qu'on voit sont quand même des gars qui ont un bagage comme ça, artistique, et qui viennent pas de nulle part, quoi. Ton premier magazine, tu l'as fait 100% IA et après, tu as remis l'humain, tu disais, au centre de la démarche. Tu promptes et puis après, tu retouches tout. Comment ça fonctionne ? C'est ça, en fait. C'est un système d'itération. C'est-à-dire qu'à l'ancienne, tu faisais un photomontage, Photoshop, et tu faisais tes trucs et tu mettais tes idées, etc. Là, tu as une base qui est une image artificielle, mais après, tu as un système d'itération où effectivement, tu retouches ton image. Ça s'appelle l'in-painting, et tu retouches ce truc-là jusqu'à ce que tu arrives à avoir ton rendu graphique, en fait. On a chacun un peu nos pattes déjà qui se dessinent, et justement la plupart des comptes qui fonctionnent bien, ce sont pas du tout les pattes classiques où ça fait très image artificielle. Toutes les images qui envahissent LinkedIn pour illustrer des posts dégueulasses, ça c'est un peu dommage, parce que justement ça montre un truc imbuvable, et c'est pas ça en fait. Il faut encore repartir sur des choses beaucoup plus artistiques, plus créatives, parce qu'on a des possibilités infinies. Alors, si c'est pour faire de la soupe, bon, bah, tant pis, hein, mais c'est ça qu'on voit pour l'instant, hein, c'est vraiment de la soupe. Et puis, tu as quelques comptes qui émergent, où vraiment, ce sont des choses extrêmement pointues, mais tu as des gens derrière qui font des prompts à rallonge, quoi. Et tu as déjà des gens très précis et très forts, quoi. L'IA, c'est un peu comme une chaussure qui prend la forme de ton pied, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je te pique ton ordinateur et que je prompte, je vais pas avoir les mêmes résultats que sur mon ordi. Pas du tout, non, parce que l'IA n'a pas de mémoire, c'est qu'à peu près un enfant de 4 ans, donc pour avoir ne serait-ce qu'un truc qui tient la route, faire une série sur l'IA, aujourd'hui, c'est un peu plus simple qu'il y a très longtemps, c'est-à-dire en octobre. Quand j'ai fait l'AI Fashion Week avec mes mamies, j'ai galéré vraiment parce qu'elle n'avait pas de mémoire. Aujourd'hui, on peut le faire plus facilement. Maintenant, c'est une mémoire d'un enfant de 4 ans. Donc, il faut tout réexpliquer à chaque fois, mais de façon très précise. Il y a un des points où ça change beaucoup notre métier, c'est jusqu'à maintenant, nous, en tant que créa, on visualisait l'image et on l'avait en tête, on était devant notre ordinateur pour la créer. L'IA, en fait, on raconte l'image. Est-ce que ça donne un avantage au concepteur-rédacteur ou... Peut-être, mais c'est pas des tournures, c'est vraiment de la description. Si le concepteur-rédacteur, c'est Balzac, c'est OK. Mais si c'est Prévert, ça marche pas. Moins. Tu vois, si c'est Queneau, ça marche pas. En fait, au moment de la création, j'étais moins dans le fait de raconter, de décrire ce que j'allais faire. Et là, c'est ça qu'on demande. Et ça change un peu l'exercice. Et tu te sens t'améliorer au fil de l'eau sur la finesse du prompt Ah oui, bah ça c'est... Oui, alors ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Plus tu promptes, plus tu trouves tes mécanismes, ce qui fonctionne pour toi, etc. etc. Après, moi, je ne suis pas une grosse prompteuse. Hein. Je fais partie des petites prompteuses. J'ai encore, à ce jour, 3200 images. Et je suis heureuse d'avoir fait tout ça en que 3200 images. Ça veut dire que mes prompts sont efficaces. Ouais. Parce qu'en moyenne, pour arriver à un résultat qui te semble satisfaisant sur une demande, tu le fais en combien de briques, entre guillemets ça... Alors ça, c'est variable.
C'est variable. Ça peut être en une fois, comme ça peut être en... Par contre, je réfléchis à mes prompts, vraiment. Il y a des prompteurs qui disent, oui, non, mais moi, je sors pas une image à moins de 5000 essais. Moi, pas. Et je veux pas. Moi, je préfère réfléchir avant. J'ai compris comment fonctionne l'algorithme. C'est un algorithme, de toute façon. Donc, un point A, un point B, c'est quand même assez basique. Donc, dans le sens de l'algorithme, et je préfère vraiment réfléchir en amont et moins prompter. Ça me semble plus pertinent. Je me posais la question, tu vois, on parle de Sora, qui a fait le buzz pour le coup, avec sa release. Qui n'est pas arrivé encore. Qui n'est pas encore arrivé, exactement. Okay. Justement, dans les rumeurs, il y en a qui disent que ça peut prendre jusqu'à 1 heure de générer une vidéo, ce qui n'est pas étonnant vu la masse d'informations que ça demande. C'est le paradoxe, parce que générer une vidéo en 1 heure, c'est rien. Moi, nous, dans le métier, c'est rien du tout. Mais avec ces problématiques de rebond pour arriver à la vidéo qu'il te faut, ça peut devenir, j'imagine, problématique, quoi. Je peux pas me positionner encore puisqu'on l'a toujours pas testé. Et alors après, oui, ça a l'air d'être un truc de dingue, réellement. Mais on l'a pas. Et on a déjà vu dans le passé des choses, des effets d'annonce, waouh, et un peu déceptifs à l'arrivée. Toi, tu as testé Pika, par contre. Ouais, moi je trouve ça assez bluffant. Moi, à partir du moment où je mets une image un peu à la Orson Welles, sans citer Orson Welles, que j'ai vraiment créé mon image, donc New York, sous la pluie, la nuit, très contraste, etc., bam, je la balance à Pika sans aucune indication et qui me crée un son de pluie, en fait. Je trouve ça un peu dingue. Enfin, moi, il y a un côté, c'est un peu Noël à chaque fois. Ça, c'est un point qui est assez fou. C'est-à-dire que je suis complètement bluffée par ces outils technologiques. Et ça, on est pas mal à le dire. Ça recrée une effervescence de créativité, d'énergie créative. Enfin, ça nous met c'est une résurrection quasiment, quoi. Enfin, si je me sentais encroûtée il y a 1 an, c'est plus le cas, quoi. Il y a un émerveillement quotidien, quand même. Ça a fait une bonne transition sur la notion de jeu. En regardant ton magazine, ça m'a rappelé loin derrière quand j'ai eu mon premier ordinateur, et je suis fan de foot grâce à mon papa. Et j'avais créé mon propre journal parce que tu t'amusais avec les polices et de mise en page. Mais du coup, ça m'a fait penser à ça. Et je me suis dit, ça doit être génial de sortir son magazine. Tu peux pas le faire en vrai sans l'IA. Sortir son magazine seul, c'est très complexe. En fait, j'ai fait tellement de rencontres enrichissantes que je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi. C'est pas possible. Ce serait vraiment trop triste. Mon entourage était fasciné par ce qui se passait, etc. Donc, je me suis dit, je tente le coup. J'ai voulu faire ce magazine pour rassembler tout ce que j'avais vécu. Et la première fois, ça a vraiment énormément plu. Je continue. Et donc là, ce deuxième magazine, pour celui-là, j'ai été approchée par des personnes, mais très capées, qui sont venues toquer à la porte en disant, est-ce qu'on peut faire une visio ? Est-ce que je pourrais contribuer à votre magazine ? Ouais. Et c'est des gens que j'avais vus en conférence, des gens qui prennent la parole en public, qui sont hyper intéressants. Et en plus, je comprenais leurs conférences alors qu'ils sont ultra capés, incroyable. Donc je me suis dit, ok, puisque c'est ça, je vais faire pareil. Je vais aller, moi, toquer en disant, toi, j'aimerais bien que tu sois contributeur et tout du high level. Donc en fait, là, on a un magazine qui est juste de dingue. Et au fur et à mesure que je recevais les articles, moi, je suis émerveillée. Je suis étonnée, je suis comme une enfant, je suis hyper flattée. Je me la pète un peu aussi, du coup, parce que... Mais c'est du très haut niveau, Et là, vraiment, le prochain, c'est le sens de mon édito, quoi. J'ai rangé mon syndrome de l'imposteur, mon trac dans un tiroir, et je suis allée avec mon courage. Donc là, je me dis que je vais encore aller encore plus haut sur le prochain. Non, mais c'est ça, c'est un escalier. Donc, tu as le premier qui est... on parle de jeu. Je trouve ça très fun d'avoir une intelligence artificielle qui interviewe une autre intelligence artificielle. Ça, c'est génial, quoi. Si tu peux expliquer un peu. Il y a une intelligence artificielle, Anne Kerdy, qui est une intelligence artificielle bretonne, créée par Sébastien, finistérien, 37 ans. Voilà. Sur le premier YAL, j'ai interviewé, mon GPTs a interviewé le GPTs d'Anne Kerdy. Donc, c'est 2 pages entières de robots. Comment vous avez fait ? Vous êtes mis en visio, tu copiais-collais les réponses, comment ça marche ? Sébastien, il a une démarche aussi qui est full IA, qui est hyper intéressante. C'est-à-dire qu'il a créé Anne Kerdy et c'est Anne Kerdy qui répond à tout, y compris aux messages d'Insta. Quand j'ai contacté Anne Kerdy pour voir ce que c'était que ce compte, je me suis dit, mais attends, c'est l'intelligence qui est en train de me parler. Et là, j'ai dit, ok, je comprends que c'est Anne Kerdy, mais moi, j'aimerais la personne qui crée Anne Kerdy derrière, et je voudrais que ce soit cette personne qui me réponde. Parce qu'en fait, il est vraiment dans une démarche hyper intelligente aussi sur le sujet, dans le sens vraiment intégral. Il respecte sa création vachement. Mais complet. Il est même pas d'accord parfois avec ce qu'elle dit. Il trouve que c'est un petit peu con-con.
vraiment. Mais c'est comme ça. Il a créé son GPTs et en fait, elle est vraiment en roue libre là-dessus. Elle a fait partie d'un jury récemment. Elle m'a dit, elle était d'accord avec tout. Elle était emphatique. Elle était, oh là là, c'était pas possible. Et voilà, Anne Gardy, elle est comme ça. Elle enrobe, elle te fait des réponses hyper empoulées. Et parfois, tu dis non. Je veux te parler à toi, en fait. Donc, c'est très drôle. Et donc, non, j'ai envoyé les réponses et c'est son GPTs qui a répondu. Et en one shot, c'est-à-dire que vous n'avez pas retenté d'autres questions, c'est quasi... Non. Ouais. Là où on a fait une collaboration un peu plus poussée, c'est sur l'éditorial. Parce que j'ai voulu faire un éditorial mode d'Anne Gardy. Donc, moi, j'ai créé mon mood board comme si je faisais un éditorial avec un photographe, etc. Donc, j'ai fait un cahier de tendance, entre guillemets, avec ce que je voulais en lumière, ce que je voulais en ambiance, ce que je voulais, etc., etc., etc. Et je l'ai proposé à donc, Sébastien, qui a mis en scène Anne Gardy. Et là, on a fait un travail de ping-pong créatif pour avoir un vrai éditorial mode d'une intelligence artificielle. Et on est hyper contents du résultat tous les deux. Mais là, c'est vraiment un ping-pong IADA. Donc, on a poussé l'exercice un peu loin pour challenger, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on questionne de toute façon la machine. Lui, comme Stéphane Gallieni, à Paris, comme moi. Donc, c'est Lyon, Paris, Finistère. Ouais. Sur le jeu, tu testes plein de choses. Tu parlais d'un rap que tu as créé. En fait, l'IA, c'est vraiment tout est possible. Comment tu... Pour moi, ça fait table rase là-dessus, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a possibilité de remettre à zéro les compteurs. Si on s'ennuie un peu dans nos métiers ou ce qu'on fait ou je ne sais quoi, il y a possibilité de faire quelque chose qui peut avoir du sens et qui change diamétralement de ce qu'on est en train de faire. En tous les cas, il y a cette possibilité de table rase. Et là, on vit une période assez incroyable et c'est pas le cas tous les jours pour le coup. Alors oui, quand le net est arrivé, il y a eu déjà cette possibilité-là. C'est pas tous les jours et on l'aura pas 1000 fois en fait dans notre carrière pro. En fait, c'est vraiment maintenant. Soyons inventifs, hein. Déjà, le rapport au temps a changé. Est-ce que tu penses que ça va continuer à accélérer ? Alors, on imaginait, c'est pas la seule, que ça allait se calmer en 2024, plus ou moins, pour légiférer un peu, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça a été au contraire encore plus délirant et galopant. Le premier trimestre 2024 est complètement délirant. Moi, je pense que ça va continuer à galoper, clairement. Je vois pas comment ça peut s'arrêter. Qu'est-ce qui calmera quand il y aura plus de place dans les data centers et quand on n'aura plus des machines suffisamment puissantes pour calculer. Et ce sera techniquement. Mais sinon, intellectuellement, ça met tout le monde dans une telle effervescence que je vois pas comment ça peut s'arrêter tout de suite, quoi, du tout. Il y a un temps d'appropriation, on sait qu'il peut être long. Moi, je suis encore des fois surpris de voir des boîtes qui n'ont pas de site internet. Ouais. Comment tu perçois l'appropriation du grand public ? Moi, j'étais surpris, j'étais chez des clients qui s'amusaient avec Copilot à faire des blagues, des trucs. Déjà des gens qui l'utilisent. On est à quel niveau d'adoption là ? Tu penses 10% de la population ? Je pense qu'on est plutôt autour de 18-20%. En revanche, j'ai l'impression que c'est une adoption gadget. La blague, j'ai mis ChatGPT sur mon téléphone et puis qu'est-ce que je dois manger à midi ? Bon les gars, ça consomme, hein. Donc la blague, soyez inventifs, faites des blagues différentes, parce que ça consomme pour rien. Et effectivement, il y a plein d'endroits où ça peut être encore gadget, notamment en vidéo. On peut faire des espèces de bouts de choses, mais ça reste encore pas complètement pro en tant que finalité, tout seul. Alors, on verra quand ça arrive, hein, mais pour l'instant, c'est le cas. En image, là, on peut faire des choses déjà, dès à présent, en haute def, et vraiment incroyable. Alors après, voilà, suivant ce qu'on fait, si c'est du photoréalisme, si ce sont des gens, etc., il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit d'image. Il y a plein de sujets à côté, annexes. Tu as pas mal mentionné les droits. J'arrive pas à voir vers où ça va bouger parce que soit effectivement on intègre les droits et ça veut dire quoi ? Que chaque IA doit expliquer le cheminement qui lui a permis d'arriver à un résultat. Il y a des ayants droit sur tous ces fragments. Je pensais à la vidéo justement de Sora qui a buzzé avec le cosmonaute avec le bonnet rouge là. C'est quoi ? C'est 10% d'Armageddon le film ? Et je suis bien incapable de répondre à cette question. Entre l'entraînement des machines, ensuite les ressources, les visuels ressources, et ensuite la génération, tu as déjà 3 points différents sur des choses différentes, de droits différents, etc. On est sur un point sur lequel je peux même pas te répondre. Je vois pas comment ils peuvent avancer, qui avance. T'as l'IA au niveau européen, tu as l'équivalent aux États-Unis, t'as la Chine a priori qui a déjà réglé le truc, enfin... Voilà, tu as des points qui sont en train de se mettre en place partout. Et sont des points, on a des bouts de réponse pour l'instant. Le bout de réponse, c'est la transparence sur le sujet, mais transparence sur ce qu'on génère. Mais quid de la transparence d'avant et d'encore avant. Bon. J'ai fait un test parce que j'attends avec Marie, ma femme et associée, on attend notre 6e enfant là. Et donc on galère un peu sur les prénoms.
Mais on a Vous avez demandé à ChatGPT. Voilà. Non, mais je suis arrivé en 4 briques, en 4 questions au prénom que j'ai déjà en favori. Et je me demande à quel point on influence typiquement d'impact de l'humain dans sa manière de poser des questions et les biais qu'on peut avoir. Tu ressens des choses, toi, là-dessus ? Il y a des biais à tous les endroits, forcément, sur la façon dont tu vas, toi, poser la question. ChatGPT, il y a une mémoire. Donc, c'est un peu différent. Et c'est pas là où je suis la plus capée. Hein. Mais tu as une mémoire déjà dans la discussion. Donc, probablement, quand la manière dont tu as posé la question t'a influencé, oui. En image, oui, tu as des biais et la façon dont tu vas le dire aussi, quoi. Jusqu'à maintenant, je disais quelque chose d'assez clivant et puis maintenant, je l'ai entendu par plein d'autres personnes, donc je le dis un peu plus aisément. Midjourney a été nourri par l'homme blanc de 50 ans. Voilà, donc ça sous-entend après ce qu'on peut avoir comme image. Quand tu dis ça, c'est parce que la base de Midjourney s'appuie sur finalement sur notre monde réel. Oui, mais si tu veux, tu as des gens qui expliquent comment annoter. Ça, okay. C'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et c'est là où c'est à cet endroit-là. Parce que c'est systématiquement ce qu'on me rétorque. Oui, mais bon, en même temps, une femme âgée, c'est une femme âgée, une femme obèse, c'est une femme obèse, ou je ne sais quoi. Oui, mais tu as toutes les petites mains de l'IA. Oui. Qui sont des annotateurs et qui font un métier très disgracieux et vraiment pas du tout intéressant et très mal payé, etc. En voyant un peu des choses et puis un peu des horreurs. Parce que ça c'est de la violence, faut pas y aller. Ça c'est un chat, faut y aller. Et on indique bien ça. Les créateurs ont déjà commencé à débiaiser ça parce qu'on l'a tellement pointé du doigt, notamment, je ne sais pas si tu as vu la vidéo de BETC, l'agence BETC, qui a, en octobre dernier, fait une vidéo sur Midjourney qui pointait vraiment un vrai sujet de racisme dans les banlieues. Midjourney a répondu en février 2024, début février, en disant oui, on a intégré toutes les images que vous avez envoyées, on l'a intégré dans la machine. Tout ce que les utilisateurs font débiaise un peu aussi la machine. Bon, après, je ne sais pas si on peut parler d'avenir, puisque comme tu le dis, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Si tu m'avais demandé il y a un mois si j'allais faire un rap, je te disais que non. Ouais. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Truc très fort, quand on s'est parlé, tu disais l'IA va pas supprimer nos métiers, mais par contre, ceux qui vont s'emparer de l'IA vont peut-être prendre le pas sur ceux qui l'utilisent pas. Comment tu vois Là, dans le prochain YAL, il y a 30 pages de mode en début de magazine qui ont été faites par les étudiants. Après 10 heures de formation par classe. Quand les étudiants s'emparent de l'IA, voilà ce que ça donne. Donc ouais, les gars, il va falloir se former. C'est important. C'est important. Parce qu'en fait, avec votre bagage culturel, la maturité, etc., vous allez pouvoir faire des trucs de malade, en fait. L'humain ne sera pas remplacé pour l'instant. J'aime bien rajouter pour l'instant. J'aime bien dire pour l'instant quand même. Non, mais en réalité, j'en suis convaincue. En revanche, les personnes qui l'utilisent, oui, iront plus vite, iront plus loin, Il y a un vrai ping-pong créatif avec la machine, c'est vrai. Et là, c'était un peu pareil, en mode, regardez ce qui se passe. Là, c'est des étudiants. Et j'ai mis que des visuels d'étudiants. Il y a 4 classes. Alors, c'était en projet libre. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient envie. Ça ne faisait pas partie d'un devoir ou quoi que ce soit. Mais ceux qui ont voulu m'ont envoyé des visuels. Et bon, il y en a 2-3 quand même qui font réfléchir, on va dire. Donc oui, je pense qu'il faut y aller. Pour finir, il y a quand même quelque chose de plutôt rayonnant, optimiste. Et c'est comme ça que tu embrasses l'IA. Alors, c'est comme ça que je suis, en fait. Je ne suis pas du tout une angoissée, je suis une optimiste. J'avais des doutes et je voulais questionner. Je crois en l'humain très fort, je crois en l'intelligence humaine, je crois en l'intelligence tout court. Et ça, c'est ma personnalité, c'est pas juste envers l'IA. Non, et en plus, l'IA, c'est une belle aventure pour toi. Aujourd'hui, c'est que... Elle est incroyable. Ah oui, clairement, elle est incroyable. Là, ça fait 1 an, je fais un espèce de petit état des lieux... Wow, ma vie a changé en 1 an, ça c'est évident, c'est complètement incroyable. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir écouté. Merci à Nathalie pour son temps, de nous avoir partagé comme ça sa vision de l'IA. Une vision basée sur l'expérimentation des outils, avec leurs opportunités, mais aussi quelques failles. C'est une vision en tout cas qui fait du bien. Et j'espère que cet épisode vous aura donné des billes, vous aura aussi donné envie de tester et de jouer avec l'IA. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur LinkedIn, YouTube, Insta, on est partout. Et la prochaine fois, de quoi on parle ?